Salut, moi c'est Timothée. Mon métier c'est d'inventorier les reptiles amphibiens des forêts de Guyane française. Ensemble, nous allons découvrir les premiers reptiles amphibiens qui ont peuplé notre planète il y a plusieurs millions d'années. Dans cette vidéo, plus particulièrement, on va s'intéresser aux premiers vertébrés qui ont commencé à marcher sur la terre ferme. On va essayer de comprendre comment ils sont sortis de l'eau et pourquoi ils sont sortis de l'eau. Nous avons cette vision commune d'un gros lézard primitif qui sort de l'eau et part à l'assaut du monde terrestre. Mais qu'en est-il vraiment? Pourquoi un animal aquatique, parfaitement adapté à l'élément liquide, irait risquer sa peau hors de l'eau? Pour chasser des arthropodes déjà sortis de l'eau depuis un bail et passer maître dans l'art de l'évasion aérienne? Peu probable. Pour conquérir un nouveau territoire et y planter son petit drapeau? Non, l'ego n'existait pas à l'époque. Il faut piger quelques trucs à propos de ce lézard aventurier. Tout d'abord, il s'agit là d'un tétrapode, c'est-à-dire d'un vertébré muni de 4 pattes. Nous sommes des tétrapodes, comme les lapins, les tortues, les vaches, les pangolins. Avant lui, il y avait déjà eu des tétrapodes, mais les pattes, jusque-là, ne servaient pas exactement pour marcher. Ces tétrapodes vivaient dans l'eau, et leurs pattes leur permettaient de se déplacer parmi les débris de végétaux au fond de l'eau ou les aider à ramper dans la vase. Portés par la poussée d'Archimède, ils pouvaient bouger leur body sans subir leur propre poids. Plutôt cool, non? Alors on peut se dire que ce premier tétrapode à tester l'aventure terrestre a dû avoir une drôle de surprise lorsque, privé de la poussée d'Archimède, il a dû subir de plein fouet les effets de l'attraction terrestre. Ces 4 bouts de pattes primitives lui permettaient seulement de ramper. Il a dû traîner sa carcasse flasque sur le sol au prix d'efforts intenses. On était encore assez loin du Usain Bolt à l'époque. Eh bien peut-être qu'il n'a pas eu le choix. Peut-être qu'il a fui des prédateurs vénères avec les dents acérées. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Ou peut-être a-t-il été forcé par les éléments. Imaginez que vous êtes un poisson. Vous êtes habile, profilé pour remonter des courants et vous aventurer dans des cours d'eau pour chercher des proies ou des partenaires sexuels ou tout simplement un nouveau territoire. Et alors que vous êtes installé dans ce cours d'eau depuis quelques mois, il s'assèche. Petit à petit, l'eau se retire et ne forme que des mares séparées les unes des autres. Vous vous retrouvez seul dans votre mare. Bloqué. En Guyane, il y a un poisson qui peut peut-être nous aider à mieux comprendre ce qui a pu se passer. Il s'agit de l'Atipa. Il fréquente les eaux douces d'Amazonie et possède une aptitude particulière. Lorsque l'eau vient à manquer, l'Atipa sort de l'eau. Et oui, ce poisson peut sortir de l'eau et gambader plus ou moins habilement sur la terre ferme. Mais ces sorties ne sont que temporaires. Incapable de respirer hors de l'eau, il ne se déplace que sur quelques mètres seulement et n'a en tête qu'une seule idée bien précise: rejoindre un autre point d'eau. Mais il existe un poisson qui est capable de vivre plusieurs mois hors de l'eau. On peut aussi le trouver en Guyane et on l'appelle le dipneus. Contrairement à l'Atipa, le dipneus, lui, au grand jeu de l'évolution, il a coché l'option poumon. Si le dipneus est considéré aujourd'hui comme un poisson, c'est qu'il a des branchies et des écailles. Mais pendant longtemps, on l'a pris pour un amphibien. Faut reconnaître qu'il ressemble vachement à une cécilie. C'est ça, une cécilie. Un amphibien sans pattes avec un corps longiligne comme une anguille. Mais il a des poumons, une police qui lui sert également à respirer, et il débute sa vie en passant par une phase larvaire. C'est donc bien un amphibien. En fait, le dipneus est une étape de l'évolution qui marque le passage entre le poisson et l'amphibien. Les premiers dipneus sont apparus il y a 400 millions d'années, et ils font partie de la clade des sarcoptérygiens, dont font également partie les tétrapodes. D'ailleurs, si on regarde bien, les nageoires du dipneus ressemblent à des petites pattes. Elles lui permettent de prendre appui pour aller respirer à la surface, ou pour se déplacer dans la vase au fond de l'eau. Le grand talent du dipneus, c'est surtout de pouvoir survivre hors de l'eau. Lorsque son marais s'assèche, le dipneus s'enfonce dans la vase et respire grâce à ses poumons. Il va alors patienter plusieurs mois, enfoui dans un sol humide jusqu'à ce que le retour de la saison des pluies vienne remplir à nouveau son marais. À la lumière de ces observations, on peut se dire que les tétrapodes ne sont peut-être pas sortis de l'eau, c'est probable que ce soit plutôt l'eau qui se soit fait la malle. Et alors que tous les poissons crevaient à l'air libre, l'un d'entre eux, doté de poumons, a eu une surprise incroyable. Il a survécu. En se reproduisant, ce sarcoptérygien aquatique a perpétré la tradition d'avoir des pattes et des poumons, qui sont quand même de trucs vachement utiles pour tout ce qui est de vivre hors de l'eau. Mais il existe une autre théorie qui pourrait expliquer ce besoin qu'ont eu les tétrapodes de sortir de l'eau.
la végétation a tendance à envahir les milieux aquatiques. On peut voir ça de nos jours dans certaines mares. En s'accumulant et en pourrissant, les débris végétaux vont diminuer les quantités d'oxygène dissous présents dans l'eau. Certains vertébrés cherchent alors à fuir le milieu aquatique pour rejoindre le milieu aérien. Il est donc possible que les tétrapodes soient sortis de l'eau à cause d'un appauvrissement de l'oxygène lié à la putréfaction des plantes aquatiques. Durant la période du Dévonien, il y a 385 millions d'années, est apparu le sténoptéron. Ce sarcoptérygien est célèbre pour son anatomie proche de celle des tétrapodes. Pendant plusieurs milliers d'années, ce poisson s'est reproduit entraînant parfois des erreurs génétiques dont ont résulté des modifications anatomiques très intéressantes. 5 millions d'années plus tard apparaît le Panderichthys. Ses nageoires commencent à ressembler à des membres chiridiens, c'est-à-dire des pattes de tétrapodes, et il est doté de poumons primitifs qui lui permettaient de remonter à la surface chercher de l'air quand celui-ci se raréfiait dans l'eau. À la même période apparaît l'Elpitostelgé. De récentes découvertes démontrent en fait qu'il serait même apparu avant le Panderichthys. On le considère aujourd'hui comme le point de transition entre le poisson et le tétrapode. Il est doté lui aussi de poumons, et ses nageoires pectorales correspondent à un avant-bras de tétrapode. Elles sont constituées d'un humérus, d'un radius, et présentent même une ébauche de doigt. Il y a 375 millions d'années apparaît le Tiktaalik. Ses nageoires rigidifiées en squelette osseux articulé lui permettaient de se déplacer hors des eaux, sans doute de manière temporaire comme la Tipa. Elginerpeton apparaît 7 millions d'années après le Tiktaalik. Il est le premier vertébré aquatique présentant des membres chiridiens à l'avant et à l'arrière. C'est donc le premier tétrapode. Les restes d'un tétrapode vieux de 365 millions d'années ont été découverts en Lettonie. Il s'agit de Vantastega, un tétrapode long de 80 cm dont les pattes sont munies de 8 doigts et qui a un crâne qui ressemble un peu à celui d'un crocodile. 360 millions d'années avant notre ère vivait l'Acanthostega. Ce tétrapode était doté de poumons, de branchies et de 4 pattes présentant 8 orteils. Il évoluait majoritairement dans l'eau mais pouvait se réfugier sur terre ferme pour fuir un prédateur ou chercher une autre mare. Ses pattes lui servaient plus à progresser parmi les enchevêtrements de végétation au fond de l'eau qu'à parcourir des marathons sur la terre ferme. Il s'agissait là d'un des premiers amphibiens. Ces évolutions ne sont pas des choix stratégiques, mais des erreurs génétiques réparties sur plusieurs millions d'années. En résumé, il faut retenir que les premières nageoires ressemblant à des pattes ont d'abord permis de se déplacer au fond de l'eau avant de servir à marcher sur terre. Les poumons, eux, sont arrivés en complément des branchies pour aller respirer de l'air à la surface dans les eaux pauvres en oxygène dissous. Ces deux atouts ont été particulièrement utiles lorsque les habitats de ces animaux ont subi d'importantes modifications. Soit les milieux aquatiques se sont asséchés, soit les eaux stagnantes ont connu une diminution de la quantité d'oxygène due à la putréfaction massive de nombreux végétaux aquatiques. Cette sélection naturelle a favorisé l'apparition des premiers tétrapodes terrestres. Ils se sont ensuite reproduits et petit à petit ils ont colonisé le milieu aérien. On sait aujourd'hui que les premiers tétrapodes terrestres étaient des amphibiens. Dans une prochaine vidéo, nous découvrirons certains de ces premiers amphibiens et nous verrons de quelle manière leur évolution a progressivement mené jusqu'aux premiers reptiles. Pour être sûr de ne manquer aucune des vidéos à venir, le mieux c'est de t'abonner à cette chaîne. Je dis simplement que la vie trouve toujours un chemin.